Voilà. Salut les moldus, si vous êtes ici, c'est que vous êtes un minimum intéressé par le petit sorcier à lunettes, ce fameux Harry Potter. Alors vous êtes déjà en train de vous dire, la vignette est mensongère, le mec avait les cheveux longs sur la vignette et là il les a plus, c'est normal. Cette histoire commence il y a bien longtemps, il y a à peu près une dizaine d'années quand j'ai commencé à masteriser du jeu de rôle dans cet univers-là. Et on va en causer un petit peu, alors on va voir ensemble quel est le problème. Spoiler alerte, il n'y en a pas, et tout ça a servi à vous intriguer, façon Hagrid qui débarque chez vous avec son parapluie rose. Du coup il vous reste plus qu'à aller chercher vos baguettes sur le chemin de traverse avec tout ce qui est chaudron, hibou et chapeau, et on se retrouve sur la voie 9 3 quarts. Alors, pourquoi faire une vidéo autour d'Harry Potter? Eh bien tout simplement parce que c'est Noël, et que Noël c'est très propice à ce type d'ambiance. J'en veux pour preuve que depuis une dizaine d'années maintenant, on organise à la maison, tous les ans, un week-end dédié aux petits sorciers à lunettes. On part tous ensemble à Poudlard, dans une décoration qui ressemble peu ou prou à ça, mais dans toute la maison. Donc globalement, on est de plus en plus dans la salle commune des Poufsouffles, et dans les faits, on joue. On ne fait pas que regarder les films, mais enfourner des pâtes à citrouille pour essayer de se garnir le bidon avec des scones et autres petits-déj à l'anglaise. Non, on s'est dit que pour animer un peu tout ça, puisqu'on était un peu proactif, on allait faire du jeu de rôle. Et donc, on a pas mal éclusé en 10 ans de jeux de rôle Harry Potter autour de cette table, avec une table assez conséquente quand même, 7 à 8 joueurs selon les années. Et pour le coup, eh bien oui, c'est l'heure du check du chat. Check. Check. Et comme du coup je voyais pas de vidéos sur le sujet qui recensait un peu les jeux de rôle, ce qu'on pouvait en faire, etc. Dans cet univers-là, eh bien, oui Berlioz, je me fais agresser, j'ai décidé de consacrer une petite vidéo à 4 d'entre eux, voilà, en gros ce qui va nous occuper pendant une durée d'à peu près 10-15 minutes. Et là vous vous dites, mais dites donc monsieur Chris, et J.K. Rowling, qu'est-ce que vous en faites? C'est une question épineuse, et c'est un petit peu l'hippogriffe dans le KGB. Alors on va le laisser sortir, mais pour ça, je propose de respirer un grand coup, et puis on va aller prendre l'air. Transplanons un petit peu, et on va causer de cette histoire de J.K. Rowling. Ben voilà, là, en pleine nature, on est quand même pas mal. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers du dossier de J.K. Rowling, je vous invite à aller écouter le numéro d'Affaires sensibles de Fabrice Drouel sur France Inter, intitulé Harry Potter versus J.K. Rowling. Du coup, vous aurez toute l'affaire qui est résumée, avec aussi le phénomène qui fait que Harry Potter est devenu quelque chose d'énorme aujourd'hui. Vous y entendrez également les copains de la Gazette du Sorcier, qu'on connaît bien pour ceux qui sont comme moi à la garde de nuit. Et pour le coup, il y a aussi des articles de leur part qui expliquent un peu toute cette histoire. Alors quelle est ma position vis-à-vis de J.K. Rowling dans tout ça? C'est bien simple en fait. J.K. Rowling tient des propos transphobes, par conséquent je ne peux pas m'associer à ça. En fait, la transphobie tue chaque année. 350 personnes dans le monde meurent de la haine que véhiculent certaines personnes. Et c'est juste inacceptable en fait quand on y réfléchit, parce que même un mort, c'est un mort de trop. Il n'y a pas de raison de s'entretuer pour des histoires comme celle-là. Et si on élargit un peu, c'est-à-dire à tout ce qui est LGBTQIA+, en France, les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est quand même 5000 agressions par an, et ça non plus, c'est pas tolérable en fait. Donc mon propos à moi, c'est que la transphobie tue, et rien que pour ça, en fait, je peux pas m'associer. Je trouve les propos de J.K. Rowling insoutenables, en fait, littéralement. Alors maintenant, ça peut sembler être une position un peu bipolaire, un peu schizophrène, que de condamner les propos de J.K. Rowling et de continuer à jouer dans cet univers, mais en même temps c'est un univers qui pour moi est cosy, c'est un truc que j'ai connu dès l'adolescence, j'ai pas forcément envie de le quitter, et il y a quand même des messages très positifs dans Harry Potter, que ce soit autour du travail du collectif, autour de l'amour qu'on peut transmettre les uns aux autres, autour de l'altruisme, autour de l'abnégation, des choses comme ça. Qui plus est, causer de Harry Potter, aujourd'hui, ça permet aussi de faire de la médiation par rapport à tout ce qui est des histoires de transphobie, des histoires d'agression vis-à-vis des publics LGBTQIA+. Donc, en fait, c'est quelque chose de bien. Et c'est quand même quelque chose qui est tellement populaire que pouvoir faire de la médiation à ce sujet-là avec, c'est encore une fois quelque chose à prendre. C'est ce que je fais au cours de cette vidéo, du coup, parce que ça me semble important. Et ça permet aussi de s'interroger sur les rapports entre les fans et les œuvres. Et justement, pour ce qui est de causer des fans et des créations de fans, on va retourner à l'intérieur pour parler un peu jeu de rôle. Bon, où j'en étais? Ah oui, les JDR Harry Potter. Alors il n'y en a aucun qui existe de manière officielle, donc on n'a que des créations de fans pour pouvoir venir se balader dans cet univers et donc y créer sa propre histoire. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des projets amateurs, donc qui comportent leurs défauts. Et moi j'en ai listé 4 d'entre eux, il y en a 2 que j'ai testés
deux que j'ai lus mais que je n'ai pas testé pour une bonne raison, que je vais expliquer maintenant, c'est que quand on a commencé à faire du JDR Harry Potter, je n'étais pas très intéressé par le fait d'aller à Poudlard. Je trouvais ça, je trouve qu'on a déjà beaucoup exploré ça dans les bouquins, je trouvais ça plus intéressant d'aller dans les zones d'ombre de l'histoire, quitte à réinventer des choses, quitte à y mettre des trucs que j'inventais moi-même, mais je trouvais que finalement on pourrait pas faire mieux que le bouquin qui nous décrit déjà tout l'environnement et tout ce qui s'y passe. J'étais pas chaud non plus sur le côté des adultes qui incarnent des enfants, parce que je trouve que c'est toujours un espèce de truc où finalement on n'incarne pas vraiment des enfants. En fait, on se comporte comme des adultes, mais dans des plus petits corps. Donc je trouvais ça pas très intéressant. La seule fois où on est retourné à Poudlard pour un épisode, parce qu'on a quand même en tout fait, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10 week-end Harry Potter pour le coup. Il y a une fois où on est retourné à Poudlard et encore c'était des adultes qui prenaient du polynectar pour s'intégrer parmi les enfants parce qu'ils avaient une information à retrouver. Donc à cette occasion-là, on a joué un petit peu dans ce cadre-là, mais c'est la seule fois où on y est vraiment retourné et ça suffisait comme expérience. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Donc je cherchais des jeux de rôle qui permettaient d'incarner des sorciers adultes. Et pour ça, il y a le premier que j'ai trouvé qui s'appelle Harry Potter, le JDR. Moi à l'époque ça s'appelait Harry Potter RPG. Alors le système qui est utilisé c'est le système du descent et c'est le système de Call of Cthulhu en fait. Et donc si vous êtes familier de ça, vous jetez du D10 et voilà, ça se passera très bien. Il y a 236 pages dans le manuel mais ça se lit très vite. C'est assez accessible. Moi, la limite que j'ai avec ça, c'est que c'est assez technique, en fait. C'est juste que j'aime pas trop la manière dont on gère les PNJ. Vous avez dû le comprendre si vous me suivez depuis un moment, que j'aime bien, moi, faire de la narration. Que les PJ fassent des tests, mais du côté MJ, je trouve que ça ralentit plus tout ce qui se passe autour de la table qu'autre chose, donc j'essaie d'en faire le minimum. Donc du coup, on a laissé ce système-là aussi pour une autre raison, c'est que après avoir fini un arc narratif qui a couru sur 3 week-ends, sur 3 ans, eh bien, on a décidé de changer d'histoire, et donc du coup, pour 4 autres histoires, on est parti dans une autre direction. Moi, généralement, quand je change d'histoire, je change de système. Je fais pas partie des gens qui gardent la même motorisation d'une histoire à l'autre. Je trouve qu'à chaque fois, c'est une motorisation propre qui donne un peu une couleur, justement, à la nouvelle histoire. Permet d'insuffler quelque chose de nouveau aussi, on se réapproprie les codes et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les débuts d'histoire. C'est pour ça peut-être que La Communauté de l'Anneau est mon livre préféré, mais je me trompe d'univers. Donc on a cherché autre chose et je suis tombé sur la création de Laurent Garf, qui est du coup Moldus, ou Moldu, qui est inspiré du système Modus, du coup. Et ce système, il permet, du coup, d'avoir que le background devienne une compétence. C'est-à-dire que si votre personnage travaille au ministère de la Magie, tout ce qui va être des tests à l'intérieur du ministère de la Magie, pour je sais pas moi, pour une rencontre avec un personnage, ou se souvenir où à quel étage est tel type de bureau, eh bien, ça va se régler avec cette compétence-là, à laquelle on va attribuer un certain rang, et du coup, ces rangs-là vont être testés, sachant que les difficultés, elles sont réparties du D2 au D12, et du coup, on jette en fonction de la difficulté. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que par exemple, pour jeter un sort, on avait juste à prononcer le nom du sort, sa formule, donc du coup, vraiment Sonorus, et hop, d'un coup, la voix est décuplée. Et il y a également un système de modules, on va dire temporaire, donc si jamais votre personnage est blessé, vous collez un post-it sur la fiche, si jamais vous recevez un sort, vous avez un effet, vous le collez aussi. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est aussi un système de post-it qu'on met sur la fiche personnage, donc du coup, c'est quelque chose que je trouve assez chouette. Et je crois que ça marche très bien avec les enfants, parce que du coup il y a quelque chose d'assez ludique en termes de ce qui se passe autour de la table, il n'y a pas juste à écrire avec un crayon à papier. Donc voilà, donc on a utilisé ce système-là pendant plusieurs années, et on va passer du coup au système que je n'ai pas utilisé. Le premier des deux systèmes, c'est une création qui s'appelle Tu es un sorcier, que je trouve très intéressante, parce qu'elle permet, à mon sens c'est ce qu'il y a de mieux, pour gérer narrativement plusieurs années à Poudlard. Alors il y a des années 1 à 3 qui sont sorties de mémoire, pas encore les 4 à 7, mais de ce que j'ai lu, rien que la création de personnage, elle est faite de manière narrative, c'est-à-dire vous commencez avec votre personnage chez lui, vous allez définir sa famille, de quel environnement il vient, est-ce qu'il est sans pur, sans mêlé ou né moldu par exemple, et puis vous allez aller au chemin de traverse acheter du matériel, et du coup vous allez avoir votre équipement qui va arriver, puis vous finissez par arriver à Poudlard, et du coup vous allez commencer votre première année. Je trouve que d'un point de vue de tout ce qui est gestion du personnel et des gestions des cours et tout ça, de la quotidierneté de Poudlard, c'est vraiment très intéressant, et je trouve que c'est un des trucs que j'ai lu qui était le mieux en termes de rendu. C'est assez intéressant, ça accompagne, mais c'est quand même un peu émergent par moment. Et justement, narration émergente, puisqu'on en parle, on va passer au 4e jeu que j'ai lu, c'est Hogwarts, le JDR, et du coup, pour le coup, comme l'autre, comme j'avais pas l'intention d'aller à Poudlard, je ne l'ai pas joué, mais ce qui me semble intéressant, c'est que ça utilise le système de PBTA, c'est-à-dire les jeux PBTA, ce sont des jeux Powered by the Apocalypse, donc du coup propulsés par l'Apocalypse en français, et ce sont des jeux à narration émergente, où les joueurs et les joueuses vont aussi bien créer de l'histoire que le ou la MJ, et pour le coup, il n'y a pas vraiment de scénario de départ, donc
Je trouve que par rapport à Poudlard, c'est pas mal parce que ça permet de créer des antagonismes naissants avec des PNJ, il y a plein de choses qui peuvent se créer un peu au fur et à mesure. On peut démarrer sans avoir un Voldemort dans l'ombre, mais il peut apparaître petit à petit, enfin, je dis Voldemort dans l'ombre, hein, ça sera celui des PJ, mais puisqu'évidemment, on va pas jouer contre Voldemort, je trouve que c'est assez pas très intéressant. Du coup, c'est 4 JDR que vous pouvez tester, que vous pouvez lire, qui sont 4 propositions vraiment très différentes, mais qui ont toutes leurs mérites, et je pense que vous devriez trouver votre bonheur là-dedans. Pour ce qui est de ce que je fais actuellement, à mon sens, il y a un deuxième problème dans les JDR Harry Potter. Alors d'une part, j'ai cette histoire de jouer des enfants que moi je voulais pas, et d'autre part, il y a, eh bien, le fait d'utiliser la magie. Alors la magie en jeu de rôle, mais dans n'importe quel type d'univers de fantasy, je trouve que généralement, à partir du moment où il y a un système de magie, c'est plus de la magie, pour moi c'est juste une autre forme de science que nous on ne connaît pas dans notre monde, mais qui existe dans celui-là. Donc j'ai un peu de mal avec quand le pouvoir est quantifié ou des choses comme ça, surtout que dans Harry Potter ça s'adapte très mal, parce que la magie, elle change tout au long du récit pour accompagner la narration, et par conséquent il y a des choses qui s'invalident quand on regarde un peu, l'histoire de, par exemple, à partir du moment où les sortilèges deviennent informulés, par exemple, on se demande pourquoi les professeurs ont passé les 4 premiers tomes à prononcer les noms des sortilèges alors qu'ils savent le faire sans. Pour pouvoir le gérer, moi, comme j'avais envie, j'ai préféré le sortir du système de jeu pour que ce soit un peu plus facile. Donc maintenant, je crée généralement des personnages. Alors pour une fois où on a joué des méchants sous la période Grindelwald, j'ai fait des personnages en empruntant Medium Evum, que vous devez voir derrière sur l'étagère, et on est parti sur le système Fate ou Fudge, en anglais c'est un peu rigolo que ce soit Fudge, qui permet du coup de créer des personnages assez facilement. J'ai rajouté un peu d'histoire sorcière là-dessus, mais globalement ça permettait de créer des persos d'adultes assez vite et de manière plutôt ludique. Et puis récemment on a joué des elfes de maison, donc du coup je suis parti sur un autre système, et puis alors là il n'y a même plus les sortilèges à gérer, puisque dans tous les cas la magie des elfes étant différente et plus puissante, on est parti sur un autre truc. Donc ça c'est l'héritage de Chromocall, pour le coup le truc des elfes de maison que vous pouvez retrouver sur le site de Talon Play, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Je suis curieux d'avoir des retours parce que pour le coup je l'ai testé qu'une fois, mais j'ai essayé de le mettre en forme pour que tout le monde puisse s'en emparer. Donc, on va pas se le cacher, jouer des elfes de maison, il y a un petit côté Downton Abbey, donc si vous êtes amoureux des ambiances cosy anglaises, vous devriez y trouver votre compte. Donc pour revenir à mon histoire de magie, et bien maintenant en fait ce qui se passe c'est que je vais faire une liste de 10 sorts au PJ, et cette liste de 10 sorts sont les sortilèges qu'ils connaissent le mieux. Si jamais ils jettent un sortilège qui ne fait pas partie de la liste, eh bien j'augmente la difficulté, tout simplement. Ça se passe pas toujours aussi bien que ce qu'ils le voudraient. Et pour ce qui est de lancer correctement le sortilège, si c'est pas un sortilège d'environnement, eh bien s'ils essaient de toucher une cible, eh bien ça sera un test de tir, et en face il y aura un jet de réflexe pour pouvoir jeter un protego, et basta, hein, on règle ça comme ça, et les personnages savent lancer des sorts, parce que je trouve ça un peu bizarre de devoir jeter un dé pour faire un truc qui finalement est aussi naturel dans l'univers d'Harry Potter que respirer, quoi. Vraiment la magie elle est là partout, quoi. Donc voilà en gros comment je règle tout ça aujourd'hui, et comment j'essaie de contourner un peu les problèmes pour continuer à jouer dans cet univers et continuer à avoir des propositions. Alors dans les 2 prochaines qu'on devrait vivre, moi j'aimerais bien tenter quand même une fois de jouer à Tuer un sorcier, ça me plairait bien. Je suis un peu revenu de cette histoire de jouer des enfants, j'aimerais bien voir parce que je trouve que la proposition est assez solide. D'autre part, j'aimerais bien faire un post-apoteur, c'est-à-dire jouer dans... Ça c'est vraiment inspiré du moment dans le 7.1, donc du coup le premier film qui couvre les reliques de la mort. À un moment il passe dans cette espèce de truc de caravane qui est complètement dévasté, je trouve que là-dedans il y a une idée assez chouette, puis le post-apo c'est un peu à la mode aussi, on va pas se le cacher, et donc je trouvais ça rigolo. Je suis encore en train de tourner sur l'idée, mais je trouve ça marrant d'avoir le côté une famille qui sort de chez elle dans le monde d'Harry Potter, il y a des Inferi partout à la place des zombies du coup, et voir un peu comment ça se passe. Je pense sur une session de 10-15 heures sur un week-end ça peut être vachement sympa, donc je tourne un peu autour, mais je pense que ce sera le prochain truc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et ça sera la dernière sur la chaîne pour 2025. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, et n'hésitez pas, si jamais vous le souhaitez, à faire un petit don pour soutenir la chaîne, pour soutenir le site internet, puisqu'il y a quand même des frais d'hébergement, et pour soutenir tout ce qui est diffusion des podcasts sur les plateformes de streaming et tout ça. Voilà, c'est à votre échelle, hein, bien évidemment, mais si vous avez de quoi, je serais ravi que vous veniez partager un peu un peu de manne financière pour que je puisse faire un peu plus de trucs. Et voilà, en gros, il ne nous reste plus qu'à nous quitter. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, où que vous soyez, où que vous écoutiez.
Et on se donne rendez-vous en 2025 avec l'actuel play de Katz qui arrivera en même temps que le scénario des 100 voix du coup directement sur le site de Tell & Play. J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou quoi. Je pense que si jamais je dois détailler un peu plus certains points que j'ai soulevés dans la vidéo, je le ferai sur un article de blog plutôt que sur la vidéo pour l'instant parce que ça prend quand même du temps, faut écrire, faut tourner, faut monter, etc. Donc c'est un peu plus chronophage. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne de Tell & Play. C'est Cat & Play en fait que j'aurais dû renommer cette chaîne.